Le feu crépitait comme une confidence qu'on n'ose pas interrompre. Dans le salon, la vieille pierre de Normandie buvait l'ombre, et la pluie, dehors, frappait les vitres avec la patience d'un huissier venu constater la fin d'un règne. Je tenais un verre de vin rouge entre deux doigts, sans le boire. Il avait cette couleur profonde, presque brune, des choses qui ont attendu longtemps pour devenir dangereuses. Face à moi, Chloé tremblait. Pas d'un froid physique, d'une peur qui n'a pas encore trouvé de phrase. Sur la table basse, une liasse de papier, un dossier de divorce, et un autre, plus mince, plus sec, avec un titre qui ressemblait à une sentence. Procès-verbal de remise et inventaire des biens. Les feuilles bruissaient à chaque respiration comme si elles désapprouvaient ce qu'elles avaient écrit. Chloé avait les genoux au sol. La moquette ancienne gardait l'empreinte de son poids comme un petit reproche. Elle ne pleurait pas, non. Elle avalait ses larmes avec ce courage grotesque des gens qui ont cru pouvoir tout contrôler. Je les regardais longtemps. On entendait, au fond de la maison, l'horloge du couloir. Tac, tac, tac. Chaque battement était un pas qui s'éloigne. Je me suis penchée légèrement, juste assez pour que la lumière du feu accroche mes bagues. « Chloé, ma chérie, tu sais pourquoi un vin très ancien coûte si cher ?» Ma voix était douce, presque maternelle, comme une couverture posée sur un scandale. Parce qu'il lui faut du temps pour transformer l'amertume en une puissance, capable de faire boire quelqu'un jusqu'à la mort. Elle a cligné des yeux. Elle ne savait pas si je la menaçais ou si je lui enseignais une recette. Le silence, ensuite, s'est assis parmi nous. Il a pris sa place, à l'endroit exact où l'on attend d'habitude une explication. Je n'ai rien ajouté. Je n'ai pas besoin d'ajouter. Les femmes comme moi ont appris que les phrases inutiles sont des cadeaux offerts à l'ennemi. Une lame de vent a fait gémir la fenêtre. La pluie a redoublé. On aurait dit que le ciel applaudissait, très lentement, très poliment. Et puis, Louise est apparue. Je dis apparue parce qu'elle n'a pas fait de bruit. Pas de pas, pas de porte. Elle est sortie du noir comme un souvenir qui choisit son moment. Mais la Louise qui s'est avancée n'était plus la petite silhouette tassée qu'on promenait dans cette maison depuis quelques semaines. Ce n'était plus la pauvre femme de campagne au tablier râpé, au regard baissé, à l'odeur de savon bon marché. Elle portait une robe de soie, une soie qui glissait sur elle comme une vérité retrouvée. Ses cheveux étaient relevés, sa nuque nette, presque insolente. Dans la lumière du foyer, on voyait qu'elle n'avait jamais été fragile. Elle avait seulement été invisible, sur commande. Chloé a émis un son minuscule, un souffle qui se brise. J'ai vu dans son visage cette minute délicieuse où l'esprit refuse la réalité parce qu'elle coûte trop cher. Louise s'est approchée de moi et a posé sa main sur mon épaule. Un geste simple, pas de théâtre, un geste d'allié. Le feu a claqué plus fort, comme si lui aussi comprenait. Tu n'as pas le droit, a murmuré Chloé sans savoir à qui elle s'adressait. À moi? À Louise? Au papier? À la maison? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai seulement fait tourner très lentement le vin dans mon verre. Le liquide a dessiné un cercle sombre, un anneau comme une promesse. Alors je me suis tournée vers la cheminée, comme si je parlais au feu, plutôt qu'à elle. Les droits, Chloé. J'ai souri à peine. Ce sont des histoires qu'on raconte aux gens quand on n'a pas encore appris la patience. Louise a glissé un document devant elle. Les pages ont frotté le bois avec un bruit net, presque chirurgical. Chloé a voulu se relever. Ses mains ont tremblé, ont cherché un appui sur la table, sur l'air, sur n'importe quoi. Elle a regardé les papiers, puis Louise, puis moi. Elle semblait soudain très jeune, très bête, comme quelqu'un qui découvre que son plan avait un deuxième acte, écrit par d'autres. Et c'est là, au milieu de cette pièce, où l'on entendait chaque goutte de pluie, chaque souffle, chaque tic de l'horloge, que ma voix a résonné, non plus dans la scène, mais au-dessus d'elle, comme une confession enregistrée depuis longtemps. Vous voulez savoir pourquoi ma belle-fille est à genoux, là devant moi? Oui, elle est à genoux à cause de l'homme qu'elle a fait entrer dans cette maison, à cause du plan qu'elle a imaginé pour me faire disparaître, en croyant que je partirais comme on éteint une lampe. Elle a voulu m'écraser avec une mise en scène. Elle a voulu me rendre folle, officiellement, proprement, avec des signatures, des murmures, des regards complices. Elle n'avait pas compris une chose. Dans cette maison, on ne chasse pas une vieille femme.
On apprend seulement ce qu'elle a eu le temps de préparer. Revenons 30 jours plus tôt, là où tout a commencé, avec un visage trop humble et un personnage trop mal joué. Chloé est revenue le lendemain, au milieu d'un après-midi de pluie. Ici, la pluie ne tombe pas, elle insiste. Elle polit les vitres, elle ronge les gouttières, elle fait parler le gravier. J'ai entendu la voiture avant de la voir, cette manière de freiner trop tard, comme si la maison devait s'écarter pour la laisser passer. Puis le claquement de la portière. Et enfin ses pas, rapides, nerveux, un rythme de talons qui se croit plus important que le silence. Louise marchait derrière elle. Au premier regard, on aurait dit une erreur déposée sur le tapis d'entrée. Un manteau trop grand, des chaussures trop fines pour le froid normand, des mains rouges, un sac en toile qui semblait contenir toute sa vie et rien d'utile à la fois. Chloé, elle, tenait sa beauté comme une arme propre. Le contraste était si parfait qu'il en devenait indécent, comme ces tableaux où l'on a forcé la lumière à humilier l'ombre. Je me suis levée lentement, pas par faiblesse, par choix. Les vieux corps ont ce privilège, on les sous-estime quand ils prennent leur temps. Louise a baissé les yeux, un geste précis, une obéissance immédiate, presque trop soignée pour être vraie. Chloé a parlé avec cette douceur qui ne réchauffe personne. « Marguerite, je vous ai trouvé quelqu'un. C'est provisoire. Une aide pour vous soulager. » Le mot « soulager » a flotté au-dessus de nous comme une vapeur froide. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le feu dans la cheminée craquer, un petit bruit sec comme un os qu'on casse. Dans le couloir, l'horloge a continué son tic-tac obstiné, comme si elle refusait de participer à la scène. « Comment vous appelez-vous » ai-je demandé à Louise. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Chloé a répondu à sa place, trop vite. « Louise. Louise Martel. Elle vient d'un village à... Enfin, peu importe. Elle n'a pas eu de chance dans la vie. » J'ai noté mentalement la phrase « peu importe ». Voilà ce qu'était Louise pour elle. Une fonction, une pièce qu'on déplace. Chloé avait cette habitude de réduire le monde à des dossiers. Louise a relevé les yeux une seconde. Pas longtemps, juste assez pour que j'y voie quelque chose d'absent et d'attentif à la fois, comme quelqu'un qui écoute derrière une porte. « Vous savez faire quoi, Louise » ai-je repris. Elle a parlé enfin, d'une voix fine, un peu rauque, comme si elle avait longtemps économisé ses mots. Je peux nettoyer, je peux aider à tout. Le tout a résonné étrangement dans le vestibule, entre le parapluie qui goûtait et le manteau de Chloé qui sentait un parfum cher. Je me suis approchée. J'ai senti l'humidité sur la laine de Louise, l'odeur du dehors. La terre mouillée, les feuilles pourries, ce parfum de saison qui dit « tout fini, tout recommence ». Chloé s'est penchée vers elle, comme on se penche vers un animal que l'on dresse. Elle a murmuré, croyant que la pluie faisait écran, croyant que l'âge rend sourd. Elle a oublié que la maison a des oreilles. Les murs gardent les phrases qu'on y a crachées. Écoute bien, tu fais ce que je te dis, tu la pousses à bout, tu la fais exploser et tu auras ce que je t'ai promis. Elle n'a pas dit argent comme un mot banal. Elle l'a dit comme une clé, comme un sésame. Louise a hoché la tête, un oui minuscule, un oui qui avait l'air d'une chute. Et moi, j'ai souri. Un sourire à peine visible, un sourire de porcelaine. Pas pour Chloé, pas pour Louise. Pour l'idée même qu'elle puisse croire que la colère est le seul moyen de prouver la folie. Je leur ai montré le salon, le grand salon aux rideaux lourds, aux fauteuils qui sentent encore le tabac de mon mari. Les pas de Louise étaient doux, presque effacés. Ceux de Chloé, toujours trop sûrs d'eux. Dans la pièce, le feu a éclairé leur visage par à-coups, comme un projecteur capricieux. « Vous serez logés au-dessus de l'ancienne lingerie », ai-je dit à Louise. « Il y a une fenêtre qui donne sur les pommiers. On entend la mer quand le vent est du bon côté. » Chloé a levé un sourcil impatiente. Elle n'aimait pas que je parle de choses qui n'entrent pas dans ses plans. Louise, elle, a murmuré « Merci, madame. Madame. Pas Marguerite. Pas encore. » Au moment où je me suis tournée pour quitter la pièce, j'ai entendu le froissement discret d'un papier. Chloé sortait déjà quelque chose de son sac, un document sans doute. Toujours des feuilles, toujours des preuves, des angles, des pièges. Et dans ce froissement-là, j'ai reconnu le véritable son de son ambition, un bruit sec, sans âme, comme une page qu'on arrache. Je n'ai rien dit. J'ai laissé le silence faire son travail. Dans le couloir, l'horloge a compté une seconde de plus,
et la maison a avalé le reste. La première attaque ne vint pas d'un cri, mais d'un liquide. C'était un midi de pluie, cette pluie normande qui ne tombe pas, qui s'installe. Dans la salle à manger, les vitres pleuraient en silence, et le grand pendule au mur coupait le temps en tranches fines. Tic-tac, tic-tac. Louise avançait avec la soupière comme on avance avec une offrande trop lourde. Ses pas glissaient sur le parquet ciré, et chaque grincement semblait une excuse. Chloé avait choisi la place en face de moi, naturellement. Pas pour me regarder, pour vérifier que je la voyais. Elle tenait sa serviette sur les genoux avec une précision de cérémonie. À côté, mon fils mâchait déjà l'absence. Une mastication lente, distraite, comme si sa vie se déroulait derrière un autre mur. Louise posa la soupière, trop près du bord. Je l'entendis, ce minuscule choc du métal contre le bois, et je suce. On sent certaines choses avant qu'elles ne se produisent, comme on sent le vent avant l'orage. Elle servit Chloé d'abord, une louche, puis une autre. La soupe avait l'odeur douce des poireaux et du beurre fondu, une odeur d'enfance qui n'était pas de saison. Ensuite, elle s'approcha de moi. Son poignet trembla. Trembla-t-il vraiment ou jouait-il? La louche se pencha, une seconde de trop, et le monde bascula dans quelque chose de tiède. La soupe se renversa sur ma jupe, une nappe jaune, lente, pesante. Elle s'infiltra dans le tissu comme un secret qui trouve enfin une couture. Je ne bougeais pas. Je sentis la chaleur, puis l'humiliation, et je laissais l'humiliation passer comme la pluie passe sur une pierre. Louise recula, les mains ouvertes comme si elle venait de lâcher un oiseau mort. « Oh, madame, je suis tellement désolée. » Le silence s'étira. J'entendis la pluie, et plus loin, le frottement des couverts de mon fils contre son assiette, un frottement nerveux, presque coupable. Chloé posa sa cuillère, très doucement. Un petit clic sur la porcelaine, le genre de clic qu'on entend dans les salles d'audience. Elle leva les yeux vers moi et sans sourire, elle dit « Maman Marguerite. » « Vous allez bien ?» Ce maman était une épingle. Elle attendait mon mouvement brusque, ma phrase trop haute, mon geste de reine vexée, quelque chose à filmer, à raconter, à grossir. Elle attendait une preuve de ma folie, de mon instabilité, de tout ce que son récit avait besoin d'inventer. Je pris ma serviette, je l'appliquai sur la jupe, sans précipitation. Le tissu absorba, docile, puis je relevai la tête. Ce n'est que de la soupe, Chloé. Rien ne mérite qu'on y mette de la voix. Je vis dans son regard un accroc, une seconde de vide, comme si la scène qu'elle avait écrite refusait de jouer son texte. Louise, elle, resta immobile. On aurait dit qu'elle retenait son souffle pour ne pas trahir son rôle. Je me levai, la chaise racla le parquet. Ce son-là, sec, fit plus de bruit que tout le reste. Je pris mon verre d'eau, j'en bus une gorgée et je sentis la fraîcheur descendre dans ma gorge, comme une décision. Je vais me changer. Continuez. Je sortis. Dans le couloir, mes pas résonnaient. Chaque pas disait « Je ne vous donnerai pas ce que vous êtes venu prendre ». Au bout du couloir, dans le vestibule, une autre mise à l'épreuve m'attendait, comme un cadeau empoisonné, soigneusement emballé. Le grand vase ancien, celui que Philippe aimait tant, reposait sur sa console, à peine stable, trop près du vide. Je m'arrêtai net. Je n'avais pas besoin de me retourner pour sentir Chloé derrière moi, debout à l'angle de la porte, sa présence tendue comme un fil. Louise passa et accrocha le vase d'une hanche à peine, presque rien, mais assez. Le vase vacilla. Je l'entendis respirer, ce souffle de porcelaine qui hésite entre le maintien et la chute, et je tendis la main. Je le rattrapai. Mes doigts se refermèrent, calmes, précis. Je restai ainsi une seconde, le vase contre moi comme on retient une histoire au bord du scandale. Puis je le reposai un peu plus loin du vide. Je n'avais pas crié, je n'avais pas tremblé. Et pourtant, dans le miroir du vestibule, je vis clairement le visage de Chloé, ce visage qui, pour la première fois, ne savait plus quel masque choisir. La nuit s'était posée sur la villa comme une nappe humide. On entendait d'abord le vent, puis le vent devenait pluie, puis la pluie devenait un langage régulier, obstiné, sur les ardoises. Les gouttières gémissaient par à-coups. Dans les couloirs, le parquet gardait la mémoire des pas du jour et craquait avec cette pudeur de vieilles maisons qui ne veulent pas trop avouer qu'elles écoutent. Je ne dormais pas. Je ne dors plus vraiment depuis des années, à vrai dire. Je reste allongée, les yeux ouverts, et je fais semblant d'être une femme qui dort, parce que tout le monde aime croire que les vieilles femmes dorment tôt et longtemps.
C'est une croyance rassurante. Elle donne aux autres l'impression que le temps s'est calmé. Cette nuit-là, une note a traversé le silence. Une seule. Pas un bruit de tasse, pas un robinet, pas une porte. Une note tenue, légèrement de travers, comme une phrase prononcée avec hésitation. Elle venait du salon de musique. J'ai attendu. Une deuxième note, puis une troisième, et soudain j'ai reconnu, non pas l'air, mais la main. Il y a des mains qu'on n'oublie pas. Certaines portent les secrets plus fidèlement que les visages. Je me suis levée. Le tapis a étouffé mes pas, mais le bois, dessous, a protesté, comme toujours, à l'endroit exact où la lame se bombe près de la troisième marche. Dans le couloir, un courant d'air froid a touché mes chevilles. La villa respirait par ses fissures. La porte du salon de musique n'était pas fermée. Une fente de lumière maigre filtrait depuis une lampe posée trop bas. Et là, dans cette lumière, Louise était assise au piano. Pas la Louise de la journée, pas la Louise qui se cognait au meuble comme si le monde l'agressait. Une autre, le dos droit, les épaules calmes, les doigts propres, presque nobles, malgré l'eau de Javel et les chiffons. Elle jouait Erik Satie. Lentement, sans chercher à séduire, elle appuyait sur les touches comme on touche une cicatrice. On entendait la pluie derrière et le piano devant, et entre les deux, mon souffle. J'ai toussé. Pas pour l'interrompre, non. Pour annoncer ma présence, comme on frappe à une porte invisible. Elle s'est figée. La dernière note est restée suspendue, puis elle s'est éteinte, avalée par le silence. Elle n'a pas tourné la tête tout de suite. Je l'ai regardée de profil, la même ligne du nez, un peu plus dure, les cheveux tirés, mal attachés, mais la nuque, je l'aurais reconnue parmi mille. Je me suis approchée, lentement, comme on s'approche d'un miroir qu'on redoute. L'annulaire, ai-je dit à voix basse. L'annulaire droit reste un peu raide. Tu n'as jamais réussi à le libérer, même avec les exercices que le professeur Lemaire t'imposait. Elle a enfin tourné la tête. Ses yeux n'étaient pas ceux d'une domestique apeurée. Ils étaient fatigués, oui, mais ils avaient cette lucidité ancienne, cette ironie silencieuse des gens qui ont connu l'humiliation et qui en ont fait une armure. « Madame », a-t-elle murmuré, comme si ce mot pouvait encore nous protéger. Je me suis assise sur le banc à distance raisonnable. Je ne voulais pas la toucher, pas encore. Certaines reconnaissances doivent rester froides, sinon elles deviennent de la faiblesse. « Ne fais pas semblant, Louise, ai-je repris. Ici, personne ne t'écoute, à part la maison. Et elle est discrète. » Un rire bref a tremblé dans sa gorge, vite étouffé. « Vous n'avez pas changé, Marguerite. Vous savez dire les choses comme si c'était une tasse qu'on pose, sans bruit. » Je l'ai observé. Les mains sur ses genoux, les doigts légèrement tachés, une alliance absente, un poignet marqué comme si une montre avait serré trop longtemps ou autre chose. Je n'ai pas demandé. Pas encore. On ne pose pas une question quand la réponse risque de faire du mal des deux côtés. « Pourquoi es-tu ici ?» ai-je demandé, enfin. Elle a baissé les yeux vers le clavier. Une goutte d'eau tombait de ses cheveux sur l'ivoire jauni. « Parce qu'on m'a payé pour vous faire tomber », a-t-elle dit. Et sa voix était simple, presque propre. Et parce que je n'ai plus le luxe de refuser le pain. Je n'ai pas bronché. J'ai laissé la phrase s'installer entre nous, comme une présence. Puis, j'ai ajouté, doucement, avec ce ton que j'utilise quand je veux ouvrir une porte sans qu'on entende la clé. Et pourtant, tu joues Satie. Personne ne joue Satie pour faire tomber quelqu'un. On joue Satie pour survivre à soi-même. Elle a fermé les yeux une seconde. La pluie redoublait. Dans la cheminée éteinte, un morceau de bois a craqué tout seul, comme un avertissement. Quand elle a rouvert les yeux, j'ai vu passer l'ombre d'un autre temps, un couloir de conservatoire, un scandale murmuré, une porte claquée sur un avenir. Je me suis penchée vers elle, très légèrement. « Je t'ai reconnue, Louise, » et je dis. « Et si tu es revenue dans ma maison, ce n'est pas seulement pour l'argent. » Elle a inspiré, comme si l'air pesait. « Il y a 30 ans, » a-t-elle commencé, et sa voix a tremblé. « Vous m'avez laissé porter votre faute. » Je n'ai pas nié. Je n'ai pas cherché à me défendre. À notre âge, les excuses sont des pièces de monnaie trop tardives. Je me suis contentée de répondre dans le bruit régulier de la pluie. Alors peut-être que cette fois, nous allons décider qui porte quoi. Je n'ai pas allumé le grand plafonnier. Dans la salle de musique, seule la lampe à abat-jour vert laissait un halo d'étang sur le bois du piano.
La pluie, dehors, frottait les vitres comme des ongles patients. On entendait aussi la vieille maison respirer. Un craquement, puis un silence, puis un autre craquement, comme si les poutres se parlaient à voix basse. Louise est restée debout, les mains encore humides de cire et de poussière. Elle avait cessé de jouer, mais ses doigts gardaient la courbure des notes, cette façon de tenir l'air entre deux gestes. Je me suis approchée très lentement. J'ai vu son poignet trembler. Pas de peur, de souvenir. Ne me dites pas que vous n'avez plus jamais touché un clavier depuis cette histoire, ai-je murmuré. Elle a eu un rire sans son, un simple souffle. On ne touche pas un clavier, madame. On s'y confesse. Madame. Elle m'appelait ainsi. Pas Marguerite, pas Louise. Comme si 50 ans n'avaient été qu'une parenthèse mal refermée. J'ai senti une brûlure sèche au fond de la gorge. Pas de larmes. La pluie faisait le travail à ma place. Je me suis assise sur le tabouret sans jouer, juste m'asseoir. C'est parfois la seule façon d'avouer qu'on a eu tort. Je vous ai reconnu à l'intervalle, ai-je dit, à cette manière de retenir la note trop longtemps, comme si vous vouliez la sauver. Louise a baissé les yeux vers ses chaussures, celles de paysanne maladroite que Chloé avait choisies pour elle. Les semelles étaient encore tachées de boue du parc. Vous aussi, vous retenez trop longtemps, a-t-elle répondu. Le silence, les choses, les gens. Dans l'ombre, un coucou a sonné, trop fort, trop net, comme une gifle dans une pièce polie. 1 heure, une seule. Et pourtant, j'ai eu l'impression que la pendule nous rappelait tout ce que nous avions laissé passer. Je me suis levée et j'ai refermé la porte. Le loquet a claqué doucement. Dehors, dans le couloir, la maison s'est tue. Nous étions enfin 2 femmes, pas 2 rôles. Chloé croit que je ne vois rien, ai-je dit. Elle croit que l'âge est une cataracte. Elle me nourrit de petites humiliations, comme on nourrit un chien pour qu'il morde au bon moment. Louise a relevé la tête. Dans ses yeux, j'ai reconnu une fatigue très ancienne, celle des gens qu'on habille en mensonges pour les vendre. Elle m'a promis de l'argent. Elle m'a surtout promis de ne plus avoir faim, a-t-elle soufflé. Je n'ai pas jugé. Dans cette maison, on a toujours confondu la morale et le chauffage central. Je suis allée jusqu'au buffet. J'ai pris une boîte d'étain, cabossée, où je gardais des feuilles de thé noir. Le couvercle a grincé, le métal a pleuré un peu. J'ai versé de l'eau dans la bouilloire. La flamme du gaz a fait ce petit chuintement de serpent. Louise a regardé le geste comme on regarde une cérémonie. Alors, ai-je dit, nous allons lui donner ce qu'elle veut. Pas l'argent, l'illusion. C'est plus dangereux. Elle a froncé les sourcils. Je me suis penchée vers elle et j'ai parlé très bas pour que la maison ne répète pas mes mots. Vous jouez la maladroite. Moi, je jouerai la vieille qui se perd. Elle veut un scandale, elle aura une scène. Elle veut des signatures, elle aura des papiers. Elle veut un trésor, nous lui inventerons une carte. Et pendant qu'elle creusera, elle se creusera elle-même. Louise a eu un mouvement d'hésitation. Puis, comme au piano, elle a posé la main sur la suite logique. Et si votre fils... Mon fils regarde ailleurs depuis trop longtemps, ai-je coupé sans colère. Il entend les pas, mais il préfère croire au vent. Nous allons l'obliger à écouter. La bouilloire a commencé à frémir. Ce bruit-là, je l'ai toujours aimé. Il ressemble à une vérité qui chauffe lentement, sans éclabousser. Louise a enfin souri, une fêlure dans la lassitude. « D'accord, Marguerite, a-t-elle dit, et mon prénom dans sa bouche avait le goût d'un pacte. J'ai versé le thé. La pluie battait plus fort. Dans la tasse, le noir tournait, et je me suis dit que certaines alliances se font comme ça, non pas dans la lumière, mais dans l'infusion. Le lendemain, la pluie n'avait pas changé de rythme. Elle était devenue un bruit de fond, une respiration régulière qui faisait trembler les vitres comme des paupières fatiguées. Dans le couloir, les pas de Louise étaient une mesure exacte, presque musicale. Elle ne marchait pas, elle comptait comme on compte les secondes avant un aveu. Chloé, elle, ne comptait plus rien. Elle guettait. Je l'ai vue au petit matin, dans la cuisine, debout devant la cafetière qui crachotait. Elle avait cette façon d'attendre que le monde lui obéisse, les bras croisés, la mâchoire serrée, la vaisselle rangée trop parfaitement, semblait la craindre. Quand Louise a posé devant elle une tasse, il y a eu ce petit choc sec de porcelaine sur bois et un silence ensuite, trop long pour être innocent. « Le monsieur de l'agence a rappelé hier soir, a dit Louise.
comme si elle parlait du temps qu'il ferait demain. Je n'étais pas dans la pièce, pas officiellement. J'étais derrière la porte entr'ouverte, avec mon châle sur les épaules, et je sentais l'odeur du café se mêler à celle du linge humide. Le plancher a craqué sous mon poids, et j'ai reculé d'un pas pour redevenir une ombre. « Quel monsieur ?» a répondu Chloé trop vite. Sa voix avait glissé sur la question, comme un couteau sur une assiette. Louise a fait ce qu'elle fait si bien. Elle a hésité. Un battement, un regard baissé, comme une servante qui craint de dire trop. Celui pour les papiers, les comptes, les choses que madame garde. Je savais déjà ce qu'elle semait. Je l'entendais dans la façon dont elle laissait les phrases incomplètes, comme une porte mal fermée. On ne donne pas une information à Chloé. On la laisse tomber sur le sol et elle se penche d'elle-même, persuadée de l'avoir trouvée. Chloé a pris sa tasse. On a entendu le petit tintement de la cuillère contre la paroi, un geste nerveux, mécanique. Elle a avalé une gorgée et la chaleur ne l'a pas apaisée. Au contraire, ses yeux se sont mis à briller de cette impatience que l'on confond souvent avec l'intelligence. « Des comptes ? Quels comptes ?» Louise a haussé les épaules, doucement, comme si le simple fait d'être interrogée la fatiguait. Puis elle a lâché, presque à regret, un compte ancien, un compte qui n'est pas à la banque du village. Paris, je crois. Madame a dit un jour qu'il fallait que personne ne sache. Un coffre aussi. J'ai entendu le mot coffre. Le mot a traversé la cuisine comme un courant d'air. Chloé a cessé de remuer. La cuillère s'est immobilisée. On n'entendait plus que la pluie. Et très loin, une goutte qui tombait à intervalles réguliers dans l'évier, comme un métronome. Je suis entrée alors, avec lenteur, comme on entre dans une scène déjà jouée. J'ai fait glisser ma main sur le dossier d'une chaise. Le bois était froid. Je me suis assise. J'ai pris une tartine. Le couteau a crissé sur le pain, et ce son-là, banal, a eu l'effet d'un coup près. Chloé s'est tournée vers moi avec un sourire trop poli. « Vous avez bien dormi, Marguerite ?» Je l'ai regardée, et j'ai laissé passer une seconde de trop avant de répondre. C'est dans ce retard que l'on loge les mensonges. Oh, j'ai dormi comme une maison ancienne. Je grince, mais je tiens. Louise a baissé les yeux pour cacher un frémissement. J'ai senti sa présence près de l'armoire, immobile, attentive, prête à noter chaque infime variation de voix. Chloé a posé sa tasse. Le bruit a été plus fort qu'il ne fallait, comme si elle signait déjà quelque chose. « Paris, vous dites ? Vous avez des choses à Paris ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai mâché. Le pain était sec. Je l'ai avalé avec difficulté, comme si le temps lui-même avait une croûte. À mon âge, ma chère, on a surtout des souvenirs. Le reste, ce sont des mots, des papiers, des serrures. Elle a ri, un petit rire de salon sans chaleur. Puis elle s'est levée. Ses talons ont claqué sur le carrelage. Vite, trop vite. La chasseuse venait de croire entendre un froissement dans les fourrés. Quand elle a quitté la cuisine, le silence est retombé avec une lourdeur presque matérielle. Louise s'est approchée de moi et sa voix a été à peine plus qu'un souffle. Elle a mordu. Je n'ai pas souri. Je me suis contentée de regarder la pluie et de l'écouter. Parce que je savais qu'à partir d'aujourd'hui, Chloé n'allait plus seulement me surveiller. Elle allait commencer à fouiller le ventre de cette maison, comme on éventre une bête en espérant y trouver de l'or. La pluie ne cessait pas. Elle ne tombait pas. Elle insistait. Une pluie normande, grise, qui ne connaît pas la honte, qui s'infiltre partout, même dans les silences. Je l'ai entendue avant de la voir. Cette nuit-là, ce n'était pas les pas feutrés de Louise sur les dalles, ni le petit soupir du vieux parquet. C'était un bruit sec, obstiné, presque enfantin. Toc, 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 comme si quelqu'un frappait à l'intérieur même de la maison. Je suis restée dans l'ombre de l'escalier, une main posée sur la rampe froide, l'autre sur mon peignoir. J'ai attendu. Je n'ai pas toussé. Je n'ai pas trahi ma présence. Dans le couloir, l'horloge n'avait plus le courage de marquer le temps. Elle faisait juste semblant. Chloé était à genoux, une lampe torche coincée entre les dents. Elle avait remonté ses cheveux, comme on remonte ses manches avant un travail sale. Dans le mur du petit salon, celui où mon mari posait son journal sans lire vraiment, elle avait déjà arraché 2 lattes de boiserie. Le tournevis grinçait, puis le marteau venait brutal, trop sûr de lui. Le choc vibrait jusque dans mes molaires. Elle chuchotait seule, comme si quelqu'un l'écoutait. Pas une prière.
plutôt un calcul. Je les regardais faire comme on regarde un feu prendre. Non pas avec panique, mais avec cette curiosité glacée qui vient quand on a déjà tout perdu et qu'on n'a plus que le luxe de comprendre. Louise, plus tôt, avait semé une petite phrase légère déposée au bord d'un plateau d'argent entre 2 tasses de thé, comme une miette volontaire. Madame avait un coffre, autrefois un vrai coffre, caché dans la maison. Elle l'avait dit avec l'air de parler du temps qu'il ferait demain. Et j'avais vu les pupilles de Chloé s'agrandir, comme un animal qui croit sentir la viande. Le piège n'avait pas besoin de se refermer, il suffisait de laisser la faim travailler. Le lendemain, elle a commencé plus franchement. Un tapis roulé, un tableau décroché, des tiroirs renversés avec une impatience qu'elle appelait rangement. À chaque objet déplacé, j'entendais le petit gémissement de la maison. Un meuble ancien ne crie pas, il se plaint, avec dignité. Et moi, je jouais le rôle qu'elle attendait. Je laissais tomber une cuillère. Je confondais un prénom. Je demandais 2 fois quelle journée nous étions. Rien de trop gros, juste ce qu'il faut pour que l'autre se persuade. Les gens n'ont pas besoin de preuves, ils ont besoin d'un récit qui les arrange. Le soir, elle est venue avec des papiers. Le bruissement des feuilles a coupé la pièce comme un couteau fin. Elle les a étalés sur la table de la salle à manger, celle où les couverts font encore un son net, presque militaire quand on les pose. Elle a placé un stylo près de ma main, doucement, comme on pose une arme. C'est pour simplifier, Marguerite, pour protéger. Vous comprenez, à votre âge. À mon âge, on comprend surtout les intonations. Se protéger avait le parfum de la corde neuve. J'ai pris le stylo. Mes doigts ont tremblé juste assez. Elle a retenu sa respiration. J'ai vu, dans ce détail, à quel point elle voulait me croire faible. Je me suis penchée, j'ai plissé les yeux, comme si les lignes dansaient, et j'ai signé. Pas un transfert glorieux, pas un trésor, rien qui brille. Des engagements, des garanties, des choses creuses ou lourdes, des maisons sans maison, des promesses qui deviennent des dettes quand on les lit jusqu'au bout. Tout ce qu'une personne pressée ne lit jamais. La pluie frappait contre les vitres. À chaque goutte, j'entendais le même message, obstiné, impeccable. Je n'ai pas levé la tête. Mais dans le reflet de la fenêtre, j'ai aperçu Louise, immobile au seuil, et son regard disait seulement ceci, sans un mot. Continue, ne lui donne pas la colère. Donne-lui le temps. La pluie avait changé de rythme, comme si elle s'était approchée de la maison pour mieux écouter. On n'entendait plus que ça, et parfois le vieux bois qui travaillait dans les murs. Dans le couloir, mes pas faisaient un son mat étouffé par le tapis perçant qui avait connu des hivers plus fiers. Louise marchait derrière moi sans bruit, comme une ombre qui aurait appris la politesse. Je portais le plateau de thé, une théière blanche fêlée au niveau de l'anse, une soucoupe où le doré s'était effacé par endroits. 2 tasses, pas une de plus. Dans cette maison, tout excès finit toujours par se payer. Nous avons choisi la véranda parce qu'on y voit le jardin se dissoudre dans le gris. Les vitres étaient striées, la pluie y dessinait des ruisseaux lents. Les chaises en osier craquaient doucement. Louise a posé le sucrier comme on pose une évidence, sans appuyer. Je savais qu'elle nous observait depuis un moment. Chloé avait cette façon de respirer avant de surgir, une inspiration courte, impatiente, qu'elle croyait discrète. On la reconnaît quand on a élevé un enfant puis vu des années plus tard une autre femme tenter de lui apprendre une autre langue. Le thé a fait ce petit bruit, presque intime, lorsqu'il a coulé dans la porcelaine. Louise a ajouté une rondelle de citron. Elle l'a tourné 1 fois avec la cuillère. Le métal a teinté contre la tasse. À chaque tintement, j'avais l'impression que la maison répertoriait, quelque part, ce qui devait rester. Chloé est entrée comme on claque une porte sans la toucher. Elle avait le visage serré, les cheveux ramenés trop vite. Elle s'est figée net en nous voyant là, toutes les deux, installées. Elle a regardé le plateau, puis nos mains, puis nos yeux. C'était comme si elle venait de tomber sur une scène répétée sans elle. Son silence a été plus violent que tout, un silence qui accuse. Puis le bruit de ses talons. 1, 2, 3 coups secs sur le carrelage. Elle s'est approchée si près que j'ai senti l'odeur de son parfum se mêler à celle du thé. Une alliance chimique, l'attaque du sucré sur l'amertume. Elle a murmuré, presque sans ouvrir la bouche, avec cette prudence des gens qui ont peur d'être entendus par les murs. Tu te moques de moi.
Je l'ai regardée comme on regarde une pluie qui s'obstine. Je ne me moque jamais, Chloé. Je constate. Louise n'a pas bougé. Elle tenait sa tasse avec les deux mains, calme, et cela a rendu Chloé folle. Les gens comme elle ne supportent pas la lenteur. Ils prennent la patience pour une faiblesse, parce qu'ils n'ont jamais appris à rester assis sans calculer. Chloé a tendu la main vers le plateau. Elle voulait renverser quelque chose. Elle voulait du désordre, de la preuve, un éclat à exhiber. Ses doigts ont frôlé la théière, et j'ai entendu le léger frottement de sa bague contre la porcelaine. Un son fin, presque joli, qui aurait pu appartenir à une autre vie. Louise a levé les yeux. « Tu vas casser encore », a-t-elle dit doucement. Le mot encore a claqué dans l'air comme une gifle sans geste. Chloé a reculé d'un demi-pas, surprise qu'on lui renvoie son propre théâtre. Et puis, d'un coup, elle a tenté de saisir Louise par le bras, comme on saisit un objet qu'on vous refuse. Je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié, j'ai seulement posé ma tasse. La soucoupe a fait un bruit net. Ce bruit-là, dans cette maison, a toujours annoncé la fin d'une conversation. « Chloé, ai-je dit, tu devrais faire attention. » Elle a ricané, nerveuse. « À quoi, Marguerite ? À tes souvenirs, à tes vieilles menaces. À ta voix, ai-je répondu. » Elle a changé. Elle s'est arrêtée, et dans ce bref arrêt, on a entendu la pluie. On a entendu le chauffage qui toussait. On a entendu le vent heurter une branche contre la vitre, comme une ongle impatient. Je me suis levée lentement. Je n'ai pas cherché à l'empêcher. Je l'ai laissé se montrer, entièrement, sans l'interrompre. C'est le seul luxe des femmes qui ont traversé assez de saisons, laisser l'autre se condamner toute seule. Louise a reculé d'un pas, juste assez pour que Chloé avance. C'était précis, sans chorégraphie apparente. Chloé a parlé vite, a exigé, a menacé à demi-mot, a lâché des phrases qu'elle croyait effaçables. Elle a même prononcé, sans s'en rendre compte, ce petit « tu signes ou je » qui sur le papier n'a l'air de rien, mais qui, enregistré, devient un aveu. Et pendant qu'elle s'agitait, le témoin muet travaillait. Une petite lentille dissimulée dans l'angle sombre d'une étagère, sous un faux nœud de bois, buvait la scène, invisible, impartiale, plus fidèle que n'importe quel membre de famille. Je me suis tournée vers la vitre. Mon reflet flottait sur le jardin gris. Dans ce reflet, j'ai vu Chloé derrière moi, bouche ouverte, main tendue, rage claire. Je lui ai parlé sans la regarder. « Tu sais ce qui est terrible, ma chère. Ce n'est pas de perdre, c'est de découvrir qu'on n'a jamais su jouer. » Elle a eu un mouvement brusque, comme pour briser quelque chose. Enfin, puis elle s'éteint. La pluie avait changé de rythme, comme si elle s'était approchée de la maison pour mieux écouter. On n'entendait plus que ça, et parfois, le vieux bois qui travaillait dans les murs. Dans le couloir, mes pas faisaient un son mat, étouffé par le tapis perçant qui avait connu des hivers plus fiers. Louise marchait derrière moi sans bruit, comme une ombre qui aurait appris la politesse. Je portais le plateau thé. Une théière blanche, fêlée au niveau de l'anse, une soucoupe où le doré s'était effacé par endroits. 2 tasses. Pas une de plus. Dans cette maison, tout excès finit toujours par se payer. Nous avons choisi la véranda parce qu'on y voit le jardin se dissoudre dans le gris. Les vitres étaient striées, la pluie y dessinait des ruisseaux lents, les chaises en osier craquaient doucement. Louise a posé le sucrier comme on pose une évidence, sans appuyer. Je savais qu'elle nous observait depuis un moment. Chloé avait cette façon de respirer avant de surgir, une inspiration courte, impatiente, qu'elle croyait discrète. On la reconnaît quand on a élevé un enfant, puis vu, des années plus tard, une autre femme tenter de lui apprendre une autre langue. Le thé a fait ce petit bruit, presque intime, lorsqu'il a coulé dans la porcelaine. Louise a ajouté une rondelle de citron. Elle l'a tourné une fois avec la cuillère. Le métal a tinté contre la tasse. À chaque tintement, j'avais l'impression que la maison répertoriait, quelque part, ce qui devait rester. Il est rentré sans bruit. C'est toujours ainsi qu'il revient, mon fils. Comme s'il espérait surprendre une maison qu'il attend depuis toujours. La porte a simplement soupiré. Un soupir ancien, reconnaissant. J'étais dans le salon, près de la cheminée éteinte. Louise se tenait un peu en retrait droite, les mains jointes. Chloé, elle, faisait les 100 pas, incapable de choisir entre la fuite et l'attaque. J'ai entendu le froissement de son manteau avant sa voix. Puis ses pas, 1 pas, 2 pas. Il s'est arrêté au seuil, comme s'il sentait que l'air avait changé de densité. «
qu'est-ce qui se passe ici ?» a-t-il commencé. Personne n'a répondu. Je lui ai laissé le temps d'entrer dans la scène, de lire les corps avant les mots. C'est une leçon qu'il n'a jamais apprise avec moi. Il a toujours préféré les phrases au silence, mais ce soir-là, les phrases auraient menti. Chloé s'est tournée vers lui trop vite. Elle a souri, ce sourire qu'elle garde pour les témoins. Un sourire de surface, prêt à être photographié. « Rien, mon amour. Ta mère est fatiguée. Elle s'agite. Louise exagère. » Louise n'a pas bougé. Pas un muscle. Elle regardait le feu mort comme on regarde un juge qui n'a pas besoin de parler. Je me suis avancée d'un pas. Le tapis a étouffé le mouvement. J'ai posé le verre de vin sur la table basse. Le cristal a fait ce petit son clair, presque joyeux, déplacé dans cette atmosphère. « Assieds-toi, ai-je dit à mon fils. Écoute. » Il a hésité. Puis il s'est assis. Le cuir du fauteuil a gémi. J'ai vu dans ses épaules cette fatigue ancienne, ce pli de renoncement qui s'installe chez les hommes qui laissent les femmes décider à leur place. Puis leur en veulent en secret. Louise a sorti la clé USB. Un geste simple, pas théâtral. Elle l'a posée près du verre, comme on pose un médicament. J'ai branché l'écran. La lumière a changé dans la pièce. Plus crue, plus impitoyable. Les images ont commencé, sans son d'abord. Chloé fouillant, creusant, renversant, les papiers étalés, les signatures arrachées. Puis le son, sa voix, nette, pressante, la menace enveloppée de douceur, les mots qu'on croit jetables et qui deviennent, soudain, lourds comme des pierres. Mon fils a pâli. Je l'ai vu respirer plus vite. Il n'a pas parlé. Il regardait et chaque seconde lui retirait une excuse. Chloé a tenté un pas en avant, puis un autre. Sa main s'est levée comme pour attraper l'image elle-même, la rayer, la faire taire. Elle a parlé trop fort. C'est un montage. Vous ne comprenez pas? Elle m'a provoqué. Je me suis tournée vers elle, enfin, lentement, avec cette lenteur que les gens confondent avec la faiblesse. Ce qui est filmé n'a pas besoin d'explication, Chloé. Il a déjà compris. Mon fils s'est levé. Cette fois, le bruit a été sec, définitif. Il n'a pas crié, il n'a pas insulté, il a simplement dit son prénom, une seule fois. Et dans ce prénom, il y avait tout ce qu'il n'avait jamais su dire. Elle a regardé autour d'elle, la maison, les murs, les meubles, comme si elle cherchait un allié. Il n'y en avait plus. Les papiers sur la table semblaient soudain très légers, ridicules. Les promesses creuses, les dettes cachées, les signatures qui n'ouvraient sur rien. Tout était là et pourtant, elle n'avait plus rien. Quand elle est tombée à genoux, ce n'était pas une supplication. C'était un calcul raté. Je n'ai pas jubilé, j'ai seulement pensé à cette maison, à tout ce qu'elle avait vu, à tout ce qu'elle avait gardé. Et je me suis dit que parfois la vérité n'est pas une victoire. C'est une restitution. Quelques jours plus tard, la pluie était devenue une habitude. Elle ne frappait plus les vitres, elle les grignotait, avec ce cliquetis régulier qui finit par remplacer la pensée. Dans la villa, chaque son semblait amplifié depuis que Chloé cherchait quelque chose. Ses talons cognaient le marbre du couloir. Un pas sec, un silence, puis un autre, comme si elle écrivait une phrase à coups de chaussure. Louise avait joué son rôle avec cet art ancien qu'ont les pauvres qu'on n'écoute pas. Une seule phrase, déposée négligemment près de la théière, avait suffi. Certaines familles cachent leurs trésors dans les murs. Je l'avais vue sourire dans le reflet du buffet, un sourire étroit, aiguisé comme une lame qu'on essuie. Je suis restée sur le seuil, mon châle sur les épaules. Chloé était là, une mèche collée à la tempe, le marteau serré trop fort. Elle respirait vite, comme si son corps savait déjà ce que son esprit refusait. Louise, derrière moi, ne disait rien. Les domestiques savent toujours avant les autres. Ils savent et ils attendent. La vidéo a parlé à notre place. Les mots chuchotés, les menaces propres, les fouilles, les signatures. Quand elle a murmuré qu'elle ne pouvait pas tout perdre, il a répondu simplement « Tu as déjà perdu ». Le reste, c'est la conséquence. Elle est partie sans fracas. La maison a refusé le drame. Plus tard, sous la pluie devenue douce, Louise et moi avons marché côte à côte dans le jardin. Deux silhouettes lentes. Cette maison n'avait pas besoin d'une gouvernante, ai-je murmuré. Elle avait besoin d'une présence. J'ai corrigé en regardant la pluie effacer nos traces. Elle avait besoin d'une amie. Et dans ce silence humide, j'ai senti une libération sans éclat, mais profonde. Celle des femmes qui n'ont plus rien à prouver, sinon qu'elles existent encore. Ce que vous venez d'entendre n'est pas seulement l'histoire d'une belle-mère et d'une bru.
C'est une leçon silencieuse sur le temps, sur le pouvoir discret de la lucidité et sur cette vérité que l'on oublie trop souvent. La violence la plus dangereuse n'est pas toujours celle qui crie, mais celle qui s'organise calmement derrière des mots propres et des signatures bien rangées. Marguerite n'a pas gagné par la force. Elle n'a pas humilié, elle n'a pas frappé, elle n'a pas crié. Elle a attendu, elle a observé, elle a laissé l'autre se révéler. Et c'est peut-être cela, la véritable dignité, ne pas devenir monstrueux pour survivre au monstre. Cette histoire nous rappelle aussi une chose essentielle. Le silence peut être une prison, mais il peut aussi devenir une arme quand il est choisi. Et parfois, la justice la plus profonde ne passe ni par la vengeance ni par le scandale, mais par la restitution de la vérité, nue, irréfutable. Alors, permettez-nous de vous poser quelques questions. Avez-vous déjà été sous-estimé parce que vous étiez trop discret, trop âgé, trop patient? Avez-vous déjà vu quelqu'un se perdre en se croyant contrôler les autres? Existe-t-il dans votre vie une mémoire que vous avez longtemps gardée en silence et qui mérite aujourd'hui d'être racontée? Si une histoire vous revient, si un souvenir vous hante encore, qu'il soit douloureux, lumineux ou profondément humain, écrivez-nous. Envoyez-nous votre récit. Ici, nous croyons que chaque mémoire a une valeur et que certaines vies ordinaires contiennent des films extraordinaires. Confiez-nous vos mots. Nous les transformerons en images et peut-être en libération. Cliff notes, matched on Monday night. The man lives in Folkestone. I live near Liverpool. Folkestone is down here. I live up here, very far away. He was only in Liverpool for 2 nights. And for Goobs, hi Goobs. Are you okay? Sorry for shouting. Goobs, we're playing your favourite game tonight. I've been waiting for you to get here. I'm late, but also luck. Okay, hi, bye. What was I saying? Oh my god, I'm fighting my ADHD to get this story out. He was only here for 2 nights, but which means he actively had updated his Hinge to be in Liverpool, which is really annoying because he doesn't live here. Anyway, so we talked all evening. He had told me that he was only here for 2 nights, but I talked to him regardless because I was like, I go to London quite often. Maybe we can go for a pint next time in London. That's where we got to. The last thing that I said was, he said that he was going to go to bed, and I was like, fine, good night. Half an hour later, and then the raid came in. Half an hour later, I get another message on Hinge from him. Another message on Hinge saying, I'm going to read it for you all. Oh, I've broken Hinge. Trying to scroll. Okay, hang on. Are you all ready for this? I'll send you a message on your actual phone because I'd given him my number, by the way. I'd given him my number to say, once I'm in London, like text me and I'll text you when I'm in London, okay? But I'd said good night, right? And he'd said good night, kiss. And then half an hour later, I get a message from him saying, I'd send you a message on the actual phone, but I fear that may go off and disturb you at this very important time. Would hate to date you, no private life whatsoever. I'm like, this isn't like, I would never do this about someone who I'm actually going to date properly. You know what I mean? Like, I went on a date with this guy for the plot. But how about a pint before my train tomorrow? I've got from 4:30 to 7:30. So he's gone to bed and then thought about me and gone, oh, I actually want to see her tomorrow. It's an idea, and frankly, that's all it is. I hope you're sleeping soundly, very, very soundly. Bye. I'm obviously still awake, despite having said goodnight. And I reply, oh, I was getting ready for bed, but you can text me whenever because my phone's always on Do Not Disturb, don't worry. So I was like, you know what? I'll message you in the morning, but that sounds good. So that's why I finished stream early yesterday. And I was like, oh, it's Chewy's birthday. I wanted to go out and do something. But did I tell you, by the way, this man is 41. If you don't know, I'm 30. This man was 41. I had recently upped the age on my dating apps to see what it was like dating slightly older men. Living vicariously. This is why I do it. I do it for the content, guys. I'm not trying to find my husband right now. I'm pretty content with like the stuff I've got going on already. Like I'm just this is purely for the content. Hi Archie, by the way.
So, because I've dated people who are like 35 who seem about my age, and I see 40-year-olds who look like they're about like 35, and I'm like, I'm aiming at 35, 36, so 40 isn't crazy. That man was alive when Chernobyl happened. What happens if you put a dick in your... Try it again. What happens if you put your dick in a nuclear reactor, everyone? Drum roll, please. What happens if you put your dick in a nuclear reactor? Chernobyl fall off. Get it? Chernobyl fall off. Come on! Come on! Come on, give it to me. Come on, let's get some ha-ha-has in chat. Hyper, don't leave. Don't fuss me. I'm actually laughing at that. And I know that some of you are going to tell that joke again. Slow clap, thank you, Abysmal. Gaming Jam, I'm only 30. That is 11 years older than me. Hyper, hello as well. Thanks, Mocker Man. That's what I needed. So, Chewy and I will tell a joke to my therapist, right? How are you, Hyper? Chewy and I got on the train to Liverpool last night, and we went and met this man for a date, so I could... Does this make me an older woman now that I'm almost 40? To a 30-year-old, you're an older woman. To a 45-year-old, you're